Et je dois dire mes encouragements à leur mouvement parce que enseignant moi-même, vous savez que les enseignants, quel que soit leur niveau d'enseignement et de travail, sont toujours les gens les plus méprisés dans un pays, dans une société. Autrefois même, dans la Grèce antique, quand un professeur avait disparu, quand le chercheur demandait où est-ce qu'il est parti, on disait oh, il est mort, il est professeur quelque part. Ouais. Il est mort ou il est enseignant quelque part. Ça veut dire que les enseignants égalent la mort. Donc dans notre société, on tue les enseignants. Or, il y a des sociétés que je connais très bien qui mettent les enseignants au pinacle. Ouais. Je vais vous citer la République populaire démocratique de Corée, ouais, où l'enseignant est un roi. J'ai été, et la Mercedes qu'on m'avait donnée, précédait la Mercedes qu'on avait donnée aux ministres étrangers, ouais, les ministres français et africains, tout ça. Moi, ma Mercedes, c'est devant. Elle était meilleure. Non, je ne peux pas comparer les qualités, ouais, mais la position était meilleure. Ah d'accord, vous avez reçu... Ça pouvait être un mauvais taco, mais la position protocolaire, ouais, c'était mieux. Ce qu'on respecte l'enseignant en République populaire démocratique de Corée, parce que c'est lui, au fond, qui est le bâtisseur, ouais, de la société. Tout ce que les hommes deviendront demain, ils le doivent à l'enseignant d'aujourd'hui. De sorte que ce type-là, qui est le fondateur de l'esprit patriotique et national, il est mis au pinacle, on le respecte. C'est d'ailleurs, comme c'est un pays un peu compliqué, hein, la Corée du Nord, c'est l'enseignant qui avait la chance d'avoir un véhicule à la retraite. Avant les administrateurs, hein, ouais, qui sont là pour organiser nos choses seulement. Et rappelez-vous, même ici au Cameroun, les enseignants sont parmi les meilleurs des citoyens. Parce qu'ils passent des concours. Ils passent des concours pour arriver sur une place et pour tenir les enfants de tout le monde, ouais, et leur montrer le chemin. Ouais. Des gens comme ceux-là, on ne doit pas les négliger, comme ils sont ici. Professeur Hubert Monondiana, il faut dire que d'après ces députés, dans les années antérieures, ils avaient 4 places au bureau parlementaire et que depuis 3 sessions, c'est plus le cas, 3 années, c'est plus le cas. Et bien entendu, ils commencent à s'impatienter un tout petit peu. Et quand ils ont écouté la sortie, je vais dire du particulier, parce que le directeur du cabinet, c'est quasiment le particulier du président de l'Assemblée, ils se sont dit, ben, ça veut dire que c'est parti pour qu'on nous oublie radicalement. Et il faille réagir aussi. Est-ce qu'on peut les considérer comme la voix de leur maître? J'en sais rien. À votre avis? Oui, ça m'étonne que le président se taise. Parce que c'était un égarement. Un égarement moral. Sauf si on suppose qu'ils sont ensemble sur le coup. Oui, on ne doit pas supposer. Parce qu'un directeur de cabinet peut commettre des erreurs personnelles, croyant parler au nom de son mentor. Ouais. Donc, pour moi, il ne se plaignait pas quand ça avait des avantages. Mais les autres ne se plaignaient pas quand eux, ils avaient des avantages mirobolants, en tant que. Maintenant qu'ils ont perdu ces avantages, ils lèvent la voix. Ça dit, comme disait le président Cyprien, c'est des avantages personnels, c'est des intérêts personnels, c'est le mapartisme. On a pris notre part. Leur part a été enlevée. Ils ont arraché de hautes luttes, ils avaient arraché de hautes luttes, ou bien avec quoi? C'est ça le problème. La personnalisation du débat politique, c'est quelque chose qu'il faut combattre dans ce pays. Ils ont arraché des avantages. Moi, on m'a arraché un avantage. Quand j'étais au comité central du RDPC, ils ont arraché, ils ont donné à mon ami Famen Ndongo. Est-ce que moi, je me suis plaint? Est-ce que je suis allé boxer Famen Ndongo? Parce qu'il a pris ma place. Je me suis tué parce qu'on arrache des choses aux gens. Si on voit que tu ne peux plus faire, on t'arrache une chose. Donc, pour moi, il faudrait que on revienne sur
une sorte d'usage social des moyens qui sont à la disposition de l'État et pour qu'on les donne à celui qui les mérite et qu'on laisse tomber cette affaire. Mais une erreur heureuse. Félix culpa, c'est bien qu'ils aient fait cette faute. Parce que cette faute montre que il n'y a pas de république encore. On a voulu imiter l'Occident. L'Occident a créé ses institutions. Nous ne sommes pas encore au niveau des institutions républicaines. Nous sommes à quel niveau, professeur? Nous sommes au niveau où nous a rapport la discussion actuelle, n'est-ce pas? Les propos récemment tenus nous montrent à quel niveau nous sommes. Un type qui a un esprit républicain ne peut pas proférer de tels propos. C'est-à-dire, on nous a arrachés, on nous a... Voyez en quels termes on parle de la République. En plein de morceaux qu'on se partage. Qu'on peut voler à d'autres, qu'on peut arracher à d'autres, et qu'il faut restaurer, etc. Où est l'État là-dedans? On ne voit pas l'État. Donc nous avons imité formellement les institutions de l'Occident. C'est-à-dire les influenceurs. Nous avons donné des institutions, nous avons étudié à l'école, et peut-être ne sommes-nous pas encore au niveau. On s'est mis à les imiter. Si nous étions au niveau, il n'y aurait pas de tels discours. Ces discours particularistes, égoïstes, ne sont pas dignes d'un État moderne qu'on appelle république. Donc, il faut travailler, tous les partis, et pas seulement les partis républicains, révolutionnaires. C'est une grande révolution, une révolution de toutes les mentalités. Il faut restaurer la morale. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique dans les propos de ce représentant. C'est un député, c'est l'honorable, donc je m'excuse. Si je suis un peu dur avec l'honorable, je l'honore, n'est-ce pas? Mais je ne le déshonore pas. Donc mes propos, c'est juste pour étudier la République. La République a-t-elle les cadres politiques qu'il faut? Ont-ils été formés? Ont-ils eu une éthique républicaine? Je suis prêt à enseigner l'éthique républicaine, si on veut. N'est-ce pas? À ces députés. Avant d'aller à l'Assemblée. On doit faire des mais comment ils sont avant d'aller à l'Assemblée, puisque ils sont candidats et c'est après élection qu'ils se retrouvent là-bas. Donc je suppose donc que s'il faille les enseigner, leur enseigner... Une fois, s'il faille le faire, ça doit être après l'élection. Après l'élection. Puis ils acceptent modestement de recevoir des cours, des modules. Parce qu'il y a des spécialistes. Qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas parce que vous êtes élu, parfois pour avoir corrompu, que vous avez toute l'éthique nécessaire. Il faut donc former. Il faut former le député. Vous êtes élu, on vous honore, vous êtes honorable, mais on vous accompagne. On vous accompagne, techniquement. Ouais. J'avais envie de dire, on match. Ça veut dire que l'État a un grand devoir. J'allais utiliser là pour utilisons les institutions occidentales. On allait maturer. Il faut maturer les députés après l'élection. En y rajoutant quelques ingrédients. Mais il faut les accompagner. On avait dit qu'on doit les accompagner. Les experts doivent accompagner nos honorables. À être encore véritablement honorables. Pour qu'ils ne soient pas déshonorables. D'accord. Voilà. Là, vraiment, ils affichent la déshonorabilité. Mais nous n'allons pas jusqu'à les déshonorer quand même. Non, pas du tout. Professeur Hubert Monondiana, la privatisation finalement ne nous aura pas fait du bien. Au terme du constat que désormais on est en train de repartir vers la renationalisation de ces structures de notre souveraineté. On n'aurait jamais souhaité perdre le contrôle, même si on n'était pas content toujours on appelait avant cette affaire d'électricité même comment nationale. Mais madame, on n'était pas content, on était quand on compare, on trouve même qu'il y avait quand même des... Mais c'était mieux. Mais c'était mieux. C'était mieux que ce que nous avons aujourd'hui. On avait baptisé nos robinets l'eau de Bouffegueux autant. Ouais, aujourd'hui, on recherchait même notre eau colorée de Bouffegueux. On ne trouve nulle part.
Donc finalement, on se demande si on avait bien fait d'abord de privatiser. Diriger la société des Etenga du Cameroun. La FNEC en son temps. Ah d'accord. Donc, que nous avions tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la société des Etenga du Cameroun. Je crois que quand un État fait des va-et-vient, rétropédalage, ça donne l'impression que quelque part les choses n'étaient pas bien conçues au départ. Ouais. Et que de toutes les façons, ça donne l'impression d'un pilotage à vue. Absolument. Un État ne doit pas se laisser piloter à vue. Le pilotage à vue, c'est que vous n'avez même pas la carte, la navigation. Mais vous prenez l'aéronef, vous foncez, quand vous tombez sur une montagne, vous freinez, vous changez de direction. Et là, vous tombez encore sur une montagne. Bon, les Grecs avaient une expression qui disait aller de Charybde, ou bien tomber de Charybde en Scylla. Allez, deux gros rochers. C'était du coq à l'âne. Deux gros... Non, c'est pas du coq à l'âne, c'est pire encore. Ouais. Parce que le Charybde était un gros rocher dans la mer. Et quand vous foncez avec le bateau, vous trouvez le gros rocher là, paf, ça vous reprojette, vous allez donc à Scylla, un autre rocher. Alors, quand vous reprojette également. Qui vous reprojette donc un État qui fonctionne de Charybde en Scylla. Ça montre qu'il n'y a pas une préparation fondamentale et que vous jouez et que vous êtes attiré par la lumière de la gestion que les influenceurs vous font voir. Je lisais un article d'une dame qui s'appelle Agnès Sinai. Elle appelait ça les green rooms, les salles vertes, les salons verts. Les salons verts, c'était quoi? C'est la salle à Londres où l'on débattait de la fixation des prix des produits de première nécessité, des produits de richesse nationale. Ouais. Le café surtout et le cacao. Il fallait fixer les prix auxquels on doit acheter nos produits. Et ça se fait dans une salle qui s'appelle les Green Rooms à Londres. Et que c'est Agnès Sinai qui parle, ça a changé quand même. Hein. Ça a changé déjà. Les ministres camerounais allaient là-bas, aux Green Rooms. Et ils restaient souvent au salon où il y avait le café et tout. Et c'est quand les journalistes sortaient qu'on leur demandait, ils ont dit comment là-bas. C'est les ministres africains qui demandent ce qui s'est dit dans les green rooms. Alors qu'ils venaient pour défendre les prix. Ils avaient des frais de mission pour aller discuter, défendre le cacao, etc. Donc, mais j'ai dit les choses ont déjà changé. On espère. Nous avons des polytechniciens, des ingénieurs. Ben, s'ils continuent à aller plus s'intéresser au commerce café international déjà. Dans la salle d'attente, ça peut être compliqué. Hein? Non, c'est là on a changé. Je dis c'était avant. Ah d'accord. On veut bien vous croire, professeur. Moi, je ne crois pas. Vous avez l'impression que les gens continuent à s'intéresser au café pas changé. Dans la salle d'attente. Ils sont plus intéressés au café dans la discussion. On a des jeunes experts. Des jeunes experts qui sortent des grandes écoles camerounaises et parfois même étrangères, et qui peuvent déjà débattre avec d'autres experts. Avant, nous n'en avions pas. Alors les experts des autres pays nous imposaient des prix. Je crois que les conditionnalités aussi s'étaient manifestées quand nous n'avions pas encore l'expertise, à vrai dire. C'est en ce moment-là qu'on nous a suggéré des privatisations qui devaient aider le Cameroun à se relever. Et on a accepté. En fait, c'était des influenceurs qui venaient nous tromper. Et on s'est laissé tromper. On leur a confié nos industries de souveraineté. Franchement, quand l'étranger gère ce qui vous nourrit et vous acceptez, on a vu la preuve au Niger. L'uranium. Combien nos anciens influenceurs payaient l'uranium? 5 fois moins que ce que Wagner veut. Récupéré au Canada et en Ouzbékistan. Donc ça veut donc dire que on avait les yeux fermés, on avait les yeux bandés. Il est donc question aujourd'hui de reprendre la direction de notre pays de façon révolutionnaire. Il ne faut pas avoir peur du mot révolutionnaire. Au contraire. La révolution, c'est le changement. Absolument. Quand tu perds,
on te dit de changer pour que tu gagnes. Est-ce que tu peux te fâcher? Non, en principe. Donc c'est pas parce que quelqu'un va vous dire changeons les choses que vous devez avoir peur de lui. Que vous devez considérer qu'il est un ennemi. Donc on nous peut changer à mieux notre devoir aujourd'hui. Changer en mal. Si on ne peut pas faire l'aggiornamento, comme disent les Italiens, faisons la révolution. La révolution contre nos péchés. Les structures de péché dont parlait le père Angilbert Von. Nous sommes seulement gouvernés par les structures de péché. Là où quelqu'un trouve de l'argent à mettre dans la poche, c'est là qu'il va. Il n'y va pas pour gouverner le pays, pour penser au bien-être de tout le monde. Mais c'est pour penser à son bien-être personnel. C'est pour ça que ça coule. Normalement, privatiser ou ne pas privatiser, dès lors que vous mettez l'intérêt social avant votre intérêt personnel, l'intérêt des gestionnaires. Les gestionnaires sont des Camerounais. Donc on peut penser que c'est des vrais guerrieros qu'on a mis en bonne place pour produire des revenus à l'intention de leurs compatriotes. Mais ils y vont pour se servir tout seuls. Donc la grande révolution est donc celle-là de changer les mentalités. Je vais toujours parler de l'éthique. L'éthique est à la base du meilleur gouvernement, à la base du développement de nos pays sous-développés, en cours de développement, etc. Nous avons essayé de postuler pour les BRICS. Je ne sais pas si on a déjà la taille de rentrer dans les BRICS, mais je crois que ça n'a pas bien marché. Nous n'avons pas postulé comme ça. Mais ça veut dire que c'est le seul chemin. Qu'on fasse la révolution sanglante, je crois que c'est le 19e siècle, c'est déjà fini. C'est terminé. Il n'y a plus de révolution sanglante. Bon. Ça n'a plus de raison d'être. Il faut donc qu'on fasse l'aggiornamento, le changement de mentalité. Et c'est facile à faire. Ouais, les gens pensent que c'est difficile, que c'est des rêves. Il n'y a pas de rêves. Nous sommes dans un régime trop permissif. N'est-ce pas? Vous voulez nationaliser, vous mettez vos frères, vos enfants, et ils bouffent tout l'argent. Bon, gentil, tolérant, bon. On change, on met d'autres enfants encore, qui viendront recommencer à bouffer, à voler. Bon, vous avez l'impression que le casting n'est pas bon? Le casting est bon, mais il faut savoir punir. D'accord. Les bons éléments que nous avons choisis. Quand ils défaillent là-bas, il faut punir. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne punit pas assez. On ne punit pas. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une faute, il faut qu'il paye. Et que ça serve de leçon aux autres. Que ça serve de leçon. Quand vous ne pouvez pas payer la faute, vous constatez les dégâts et vous remplacez. Vous constatez les dégâts et vous remplacez. Mais tous les enfants, tous les impétrants, disons, bon, il ne fait que recommencer. On va faire, on prend notre part d'abord. Et il va nous la part, là, le mapartisme. Moi, je prends d'abord ma part. Je ne vois pas pourquoi il serait le premier à être puni. Donc, il faut, nous sommes encore sous-développés. Il faut le bâton et la carotte. Nous sommes trop permissifs. On ne peut pas faire un développement. Vous voyez, les Chinois, ils en savent quelque chose. Hein? Et les Russes, tu veux un bateau de poisson, c'est fini pour toi. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, tu peux voler même 10 bâtons de poisson. On te laisse. On met quelqu'un d'autre qui viendra. Voler ça. Il vient aussi, il vole 100 bateaux. On le laisse. On a celui qui va voler 200 bateaux. Et justement, et c'est ça, cette rigueur que nous avons appelé le patriotisme. Parce que justement, en tant que sankaristes, bien entendu, nous pensons qu'on peut faire beaucoup de choses, mais avec peu de revenus. Pourvu que ce que nous avons soit géré de manière efficiente et que ça aille effectivement traiter les problèmes que cela doit traiter et non rentrer dans les poches des individus qui iront encore les mettre. Nous avons l'exemple au Gabon ici à côté. Vous savez, bon, je ne dis pas que c'était un modèle, hein, mais quand même, ils ont attrapé. Oui. Ils ont vu le coupable. Ils ne sont pas contentés de l'envoyer intellectuellement dans des structures de juridiction, n'est-ce pas? Oui. C'est très intellectuel, intellectuellement fait. Nous sommes un pays très intellectualisé. Ouais. Alors on envoie chez le procureur qui ouvre une enquête temporaire, etc.
et le président et les autres procureurs secondaires viennent revoir, on approfondit l'enquête d'un type qui a volé des centaines de milliards. vous le traitez comme un œuf, comme une excellence, qu'il est d'ailleurs. Au Gabon, on a attrapé dans des paniers, dans des sacs, on a amené. On a vu que ça peut reconstruire le Gabon tout de suite. Ouais. Alors, il faut être radical. Il faut qu'on arrive à... Nous allons y arriver, madame. Rassurez-vous, on sait. Toutes les grandes maisons que vous voyez, nous savons où on ira chercher l'argent. L'argent se trouve ici. Et c'est pour cette raison que je suis parfaitement d'accord avec le prof lorsqu'il dit que ce sera très difficile pour des gens, n'est-ce pas, de fuir avec autant de poids, parce que c'est les milliards. C'est un téléspectateur qui l'a dit. Voilà, je crois. Les milliards, ça pèse beaucoup. Donc, ils ne pourront pas. Nous savons là où ils ont gardé. Il faut faire le saut à la perche pour traverser la frontière. À la perche. Vous courez. Avec la fronde. Ça va pas vous sauter les frontières. Mais avec des sacs d'argent, la perche ne peut pas marcher. Donc, on va les avoir. Voilà. On va les avoir. D'ici peu même d'ailleurs. Ah oui. Ah bon? Bien entendu, madame. D'accord, mais c'est d'ici peu. Rassurez-vous. C'est vous qui cherchez les problèmes. Nous ne cherchons rien du tout. C'est quand le ministre va vous chercher les problèmes, vous allez répondre. Non, quand vous analysez, je suis avec vous. Vous analysez l'histoire, les conditions, les conditions de l'évolution de notre pays, évolution psychologique, vous pouvez évolution politique, évolution économique. Tous les points, tous les aspects convergent pour montrer que bientôt les gens vont regretter d'avoir volé. Ah oui. D'accord. Professeur Hubert Monondiana, des cris de détresse radicalement de ces enseignants qui nous fabriquent au quotidien et qui aujourd'hui semblent finalement être roulés dans la farine pour faire du bon pain mouilleux. Excusez-moi. Vous savez quand on appelle l'enseignant instituteur, les gens ne savent pas d'où ça vient. Le mot instituteur, ça vient de l'institution nationale. Qui nous enseigne cette institution? C'est l'instituteur. C'est l'instituteur. Il nous apprend ce que c'est que le drapeau national. Les emblèmes. Les emblèmes. C'est l'instituteur. Il nous met dans l'institution, c'est lui qui dresse l'enfant. Et ce travail-là, personne d'autre ne peut le faire que l'instituteur. C'est lui qui est à la base de l'institution. Les institutions vont se développer par la suite, la médecine, la diplomatie, etc. Mais ça commence par l'instituteur. Et ce type est oublié. Il est envoyé aux oubliés. C'est inadmissible. Ça veut dire que nous sommes une société de fonctionnaires incultes. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Ils viennent d'un instituteur. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit être le plus respecté dans l'institution nationale. La manière dont on le trimballe, je vous ai dit que moi j'avais pris une voiture spéciale. Parce qu'il y a des pays où l'on respecte l'enseignement. Parce que ça forme tout le monde. Tu veux devenir médecin, avocat, etc., ingénieur, tu passes par les mains de l'enseignant. Il faut avoir ce principe moral dans la tête avant de gérer les enseignants. Il faut savoir identifier les personnes que vous gérez. Ce n'est pas les derniers de la République. Même malheureusement, l'organisation de l'État a mis des administrateurs des choses au sommet de tout. Et ils décident de ce que doit avoir un enseignant et de ce qu'eux-mêmes doivent avoir. Et ça met les choses sans dessous. Ce qui devait être en haut sont en bas. Et ce qui devait être relativisé sont très en haut. Et c'est ça, ils ne peuvent pas, et ils ont serré. Ils ont serré les mailles de l'évolution sociale. Donc, les enseignants ont totalement raison de se radicaliser. C'est une question existentielle. Ce n'est pas une question diplomatique. Ils exagèrent. Ils doivent vivre. Parce que s'ils n'en vivent pas, ils meurent. Et il y en a qui sont morts. Ouais. Après 10 ans. Bien sûr. Sans prise en charge. Ils sont morts. On ne peut pas prendre ce cas comme un cas ordinaire, banal. Il ne faut pas banaliser ça. Donc, nous sommes en train de vivre un mouvement très fort. Un mouvement historique très fort. L'enseignant veut sa reconnaissance. Et on doit la lui donner.
on ne la lui donne pas. Il veut arracher et il doit arracher sa reconnaissance. C'est un corps que je respecte, que j'ai choisi. Malheureusement, d'autres corps, la société s'est organisée. On ne peut rien faire contre ça parce que nous avons pris le modèle de nos influenceurs, n'est-ce pas? L'enseignant ne vaut rien dans les grandes sociétés occidentales. Il est même le dernier. Mais ailleurs, l'enseignant a du respect. C'est une personnalité. Même s'ils sont nombreux, bon sang, c'est pas l'enseignant qui a fait que les Camerounais soient nombreux et qu'ils aient besoin de nombreux enseignants. C'est les Camerounais qui font des enfants sans s'arrêter. N'est-ce pas? Ils multiplient des milliers d'enfants. C'est tout à fait normal qu'il y ait des milliers d'enseignants. Si vous voulez, vous faites des... Faut sortir. Oui, parce que c'est le jeu de 2 minutes pour finir l'émission. Oui. Il faut faire un peu comment... la natalité. Une natalité organisée pour ne plus faire beaucoup d'enfants. Bon, c'est un autre débat qu'on pourra ouvrir sur ce plateau. Il n'y aura plus beaucoup d'élèves, voilà. Il n'y aura plus beaucoup d'enseignants. Voilà. Pour l'instant, qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Ils vont économiser. Ils vont économiser. Mais s'ils ont laissé les parents faire les enfants, il faut à ces enfants-là des enseignants qui vivent, qui mangent. Ouais.